Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais reprendre ma lecture des chapitres sur le dolorisme. Mais en fait, elle vous fascine. Et oui, force est de reconnaître, conscient qu'on peut être du fait que les religions y sont pour quelque chose et de façon inconsciente, il est probable que cette fascination y trouve en partie son origine. On peut interroger ce fait sous un angle qui serait autre, quand même. En effet, nous sommes des mammifères. Les mammifères dont nous faisons partie, je vous le rappelle, élèvent leurs petits par le phénomène de mimétisme avant tout. Quoi qu'en pensent certains. Oui, parce qu'il y a des parents qui font quelque chose et qui disent le contraire aux enfants. Mais les enfants, ils suivent d'abord ce que les parents font et pas ce qu'ils disent. Voilà. C'est un truc à réfléchir, ça. Ce phénomène de mimétisme induit chez l'enfant un fantasme d'homme fort, le papa, et de la femme forte pour la maman, une forme d'idéalisation des parents ou du parent quand l'enfant est élevé par un seul des deux parents. Ce fait est observable que les parents soient les géniteurs ou ne le soient pas, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Je veux dire par là qu'il se passe le même processus quand si l'enfant est élevé par deux hommes ou par deux femmes. Cette idéalisation, à son tour, induit le fantasme du super-héros qui saurait protéger l'enfant contre n'importe quel danger. Petite parenthèse, imaginez donc en quoi c'est grave quand il y a un problème d'inceste. Fermons la parenthèse. C'est pour cette raison que, développant la nécessité de l'initiation à la philosophie dans un autre chapitre, je veille à amener les enfants à parler d'inquiétude et de soucis plutôt que d'employer le mot souffrance. C'est précisément parce qu'un jeune enfant, et c'est nécessaire à son développement, idéalise ses parents et demeure persuadé qu'ils sont de vrais héros, les maîtres du monde même, en somme, conformes à la sacro-sainte formule « même pas peur ». Ne jamais perdre de vue que ce qui importe entre parents et enfants, c'est la qualité de la communication. C'est là, en vérité, et pas ailleurs, que se trouve l'essentiel de l'éducation. Car c'est pour le jeune enfant et l'enfant. Ça, c'est pour le jeune enfant et l'enfant, décidément. Ensuite, à l'âge de l'adolescence, ce mythe de super-héros, quoi qu'on en dise, ne survit pas que dans les films. D'ailleurs, si chaque film qui le réactualise, le sujet a autant de succès, ça n'est pas pour rien. Et oui, même si la dernière mode, ces dernières décennies, c'était de montrer des super-héros, mais qui pleurent un petit peu quand même. Faut essayer d'actualiser un peu, mais n'empêche qu'ils sont quand même là, les super-héros. C'est précisément parce que de façon inconsciente, il est toujours bien vivant en chacun de nous. Ce mythe de super-héros est une notion beaucoup plus importante qu'on ne le soupçonne, parce qu'il induit aussi, politiquement, la notion d'homme providentiel quand il s'agit d'aller aux urnes, et que certains candidats revendiquent d'avoir la solution à tous les problèmes. Petite parenthèse, j'aurais écouté ce matin l'intervention de Marine Le Pen sur France Inter au sujet de la politique actuelle, et bon, qu'elle charge Macron, politiquement, c'est normal. Le problème, c'est qu'elle donne, comment dire, vraiment très, très, très peu de place aux solutions qu'elle propose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est interpellant, parce que justement, on est en plein dedans, là. Loin de moi, évidemment, le désir de voir remis en question le processus démocratique. Il ne manquerait plus que ça. J'explique simplement qu'à l'origine de la notion d'homme providentiel, quand on élit un président de la République ou de femme providentielle, se trouve le mythe du super-héros. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, ceux qui ont voté pour notre président actuel et qui ne l'ont fait que pour éviter le pire, c'est-à-dire le Rassemblement national, et dont je fais partie, ont rêvé la nuit qui a précédé le scrutin de lui avec une cape de Superman. C'est vous dire. Oui, dans un ouvrage sur la souffrance, j'arrive à en rire, heureusement. Si en écrivant mon ouvrage, je ne me pose pas moi-même quelques pots de banane, qui s'en chargera? À l'adolescence, la fascination que les ados éprouvent pour la mort, là encore, de façon assez inconsciente, les amène d'autant plus facilement à jouer avec le feu et à avoir des conduites à risque qu'ils auraient été ou sont trop surprotégés par leurs parents quand ils étaient enfants. Trop surprotégés, ça fait un peu... C'est un pléonasme, Françoise. Bon, j'emploie là le conditionnel alors qu'il s'agit que d'une absolue certitude. Je précise que cette théorie sur la surprotection de l'enfant avec la conduite à risque au moment de l'adolescence, c'est une théorie qui m'est propre, que je n'ai jamais entendue nulle part, mais je suis certaine de mon fait. Voilà.
ça c'est fait. En effet, en tant que parents, nous protégeons nos enfants quand ils sont en bas âge, ce qui est légitime. Mais quand il s'agit de lui faire confiance et de lui lâcher la main, que ce soit psychologiquement ou symboliquement, c'est déjà plus subtil. Un jour, parce que vous parlez de moi maintenant, un jour, une de mes filles aînées, oui, parce que j'ai 2 filles aînées, il s'agissait de la 3e, me fit remarquer que, marchant dans la rue, je tenais encore la main de ma petite dernière. Je me souviens plus quel âge elle avait. Celle-ci y consentant parfaitement, mais qu'elle trouvait ça déplacé relativement à son âge à l'époque. Oui, ma fille, une de mes filles aînées me disait enfin, n'importe quoi. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Un enfant qui a été trop protégé induit le plus souvent qu'il se soit vu interdit de faire l'expérience du risque. Risque relatif, évidemment. Et c'est précisément ce fait qui induit qu'il éprouve le besoin de le faire ensuite, plus encore, au moment de l'adolescence. La fascination pour la souffrance physique est directement liée au mythe du super-héros, sans peur et sans reproche, qui ne pleure pas, qui n'a pas le droit d'être faible, etc., etc. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'un homme qui, au sein de son couple, subit des violences conjugales, a plus de difficultés à venir déposer une main courante ou déposer plainte à la gendarmerie. Ce qu'on peut parfaitement comprendre. Un cas qui m'a été raconté il y a quelques jours, bon, j'ai écrit ça il y a 1 an ou 2 là, hein, donc bon, bref, c'est la même chose. Donc un cas qui m'a été raconté il y a quelques jours, venant déposer plainte parce qu'il subissait des violences physiques de la part de sa compagne ou de sa femme, le gendarme lui a répondu la chose suivante. « Eh bien alors, monsieur, faut lui répondre enfin et cogner. Vous êtes un homme, non ?» Pas de bol. Le monsieur, précisément, plus intelligent que le gendarme, visiblement, ça n'était pas son truc, la violence. Donc il est reparti blessé et incompris et il a renoncé à déposer plainte. Il a été au moins autant blessé par la position du gendarme, je pense, que par les violences de sa femme. Probablement. Et pour ceux qui douteraient des a priori que je dénonce, je vous rappelle que beaucoup, des femmes y compris, s'infligent eux-mêmes de bonnes doses de souffrance physique quand ils pratiquent certains sports, dans le seul et unique objectif d'améliorer soit leur silhouette, soit leur performance sportive, ou justement de réaliser un rêve d'enfant version inaccessible. Je précise que j'aborde j'ai consacré un chapitre, il me semble, à la relation entre la souffrance et le sport. Enfin, les souffrances qu'on s'inflige à soi-même. J'ai consacré un chapitre, donc j'y viendrai quand ce sera le moment. C'est très exactement pour cette raison que chaque été, certaines montagnes sont gravies, des océans traversés, au point d'être à la queue leu-leu, afin d'atteindre tel sommet ou tel autre, comme on peut l'observer au sujet du Mont Blanc, pour ne citer que celui-là. On appelle ça, paraît-il, le dépassement de soi. Le Graal, paraît-il, en matière de développement personnel. Je précise que si la table bouge, c'est parce que mon chat est derrière la caméra et qu'il n'arrête pas de faire le con. Voilà. Chacun ses objectifs, les miens ne sont pas de cet ordre. Disons plutôt que, mine de rien, on n'est pas loin là d'une forme de masochisme à peine dissimulée. Il serait bon d'ailleurs de se demander quelle attitude ils adoptent quand, pour des raisons qui sont autres que celles qu'ils s'infligent de leur propre initiative, si leur posture est si brave que ça. Mais nous, les femmes, quelquefois, ne sommes pas en reste. Le fameux « il faut souffrir pour être belle », quand on y songe, là où pour se faire épiler quelquefois ou se faire tatouer, même si c'est moindre, n'est guère plus reluisant. Et là, je vous la fais soft. Personnellement, la souffrance physique me terrifie. Mais moi, au moins, je l'assume et je n'ai aucun doute sur le fait que bien des femmes de leur côté auraient bien des choses à raconter sur le sujet et pas toujours très reluisantes et très glorieuses, notamment quand il s'agit de leur apparence.